Bienvenue Moustapha Sahimi. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur de droit et politologue. On va revenir sur le discours du souverain hier. Quelle analyse vous portez à ce discours royal? Le discours d'hier, c'est une nouvelle étape et le souverain l'a dit. C'est une nouvelle étape, pourquoi? Parce que 2 jours auparavant, il y a eu un gouvernement qui a été remanié, oui, avec le départ de certains et l'entrée de nouveaux. On va y revenir. Oui. Mais ce qui est important dans ce discours, c'est un discours qui marque un appel à la mobilisation avec la mise en cause de la responsabilité et des acteurs et des institutions. Quand je dis les acteurs... C'est-à-dire tout le monde est face à ses responsabilités aujourd'hui, oui, avec ce discours d'hier, puisqu'il s'est exprimé devant l'ensemble des parlementaires de la première chambre et de la deuxième chambre. C'est une mise en garde? Est-ce que c'est une mise en garde? Est-ce que c'est une manière aussi de dire aujourd'hui et de leur dire, voilà, vous avez une responsabilité, assumez-la? Je rejoins cette approche, mais différemment, si vous permettez. Je pense que pour le souverain, l'idée était celle-ci. J'ai fait ce que je devais faire. Je ne parle pas de l'actif des 20 ans de Rennes, etc., avec les grands chantiers. Maintenant, il y a ce qui reste à faire. Ce qui reste à faire, je vous déblaye le terrain. J'ai donné des orientations. J'ai donné un certain nombre de directives dans tel ou tel secteur. J'ai sanctionné des ministres. J'ai modifié ce gouvernement avec l'idée d'avoir de nouvelles compétences. Maintenant, le périmètre d'action au plan national, il est balisé. C'est à vous à faire le job. Qui? Le Parlement, le gouvernement. Le Parlement pour faire quoi? Pour assurer sa mission de contrôle. Est-ce que vous savez que c'est une mission constitutionnelle? C'est dans la Constitution. La première mission du Parlement, outre le vote de la loi, c'est le pouvoir législatif, c'est également le contrôle de la politique du gouvernement. Est-ce que ce contrôle est fait dans des conditions satisfaisantes? Je ne le crois pas. D'autant que le Parlement a des outils, la possibilité de mettre sur pied des commissions d'enquête, d'entendre les responsables publics, quels qu'ils soient, etc. Et puis, vis-à-vis du gouvernement, il faut veiller à se préoccuper de l'avancement des réformes. Mettez-vous au travail, assumez votre rôle, votre fonction d'être élu de la nation. C'est ça en fait. Oui, en prenant le peuple à témoin, c'est-à-dire que j'ai accompagné ce gouvernement, j'ai recadré, j'ai changé les effectifs d'une partie de ce gouvernement. Il y a maintenant une nouvelle configuration. J'ai réduit le nombre de titulaires dans le gouvernement. Ils sont passés de 39 à 23. On a supprimé le secrétaire. Mais maintenant, il y a un job à faire, il y a un programme, il y a des politiques à mettre en œuvre. Et la corrélation, parce que le souverain a beaucoup insisté, réinsisté d'ailleurs, hier dans son discours sur reddition des comptes, responsabilité, reddition des comptes. Le fait que ça ait été redit avec insistance, est-ce que ça veut dire que le contrôle entre guillemets va être renforcé sur le travail, la mission de chaque député, de chaque parlementaire? Ça veut dire qu'aucun homme ni aucun organe ne bénéficie de quelques privilèges le mettant à l'abri de la reddition des comptes. Et la Cour des comptes est là, en particulier, plus l'IGF, plus d'autres organismes, etc. C'est extrêmement important, c'est-à-dire le souverain veut imprimer cette orientation-là, qui est une orientation consacrée dans la Constitution, la responsabilité et la reddition des comptes. Il ne peut pas y avoir la responsabilité sans reddition des comptes, pour tout le monde. Ensuite, la transparence. Ensuite, le contrôle. Et ça vise tous les éléments intervenants, les acteurs, tous les maillons de la chaîne gouvernementale ou autre. Il y a effectivement cette dimension, j'allais dire politique, adressée à l'ensemble des élus première chambre, deuxième chambre du Parlement. Mais c'est un discours ça vous a peut-être surpris d'ailleurs, Moustapha Sahimi, une connotation très économique. Puisque le souverain a beaucoup insisté sur le rôle du secteur privé, le rôle surtout d'ailleurs du secteur bancaire. Est-ce que beaucoup ont été surpris? Est-ce que Moustapha Sahimi a été surpris par l'orientation très économique qui a été donnée au discours du... Dans les discours de Sa Majesté le Roi, il n'y a pas eu simplement le primat donné à la politique. Vous reprenez tous ces discours, il y a un mix
entre la politique, l'économie, la croissance, le social, etc. Oui, C'est une approche plus large. En revanche, ce qui est nouveau, qui est appuyé dans le discours du souverain au Parlement, c'est le fait qu'il se soit attaché à demander qu'une nouvelle politique de crédit, une nouvelle politique monétaire soit appliquée. Et allant plus loin, il aurait pu s'en tenir à cette affirmation de principe en disant il faut revoir la politique de crédit. Il a beaucoup insisté là-dessus et il est descendu même au stade du citoyen, au niveau du citoyen, pour que ça soit bien compris, en demandant aux banques de revoir leur politique de crédit, en donnant 3 axes d'orientation, c'est dans le discours, notamment il faut que les jeunes entrepreneurs soient éligibles à un crédit bonifié. Y compris ceux qui sont dans l'informel. Les diplômés et ceux qui sont dans l'informel. Donc, mais ça veut dire quoi, Moustapha Semi? Ça veut dire qu'il y a un canevas qui est fixé et ça veut dire qu'on ne peut pas s'accommoder d'un système bancaire qui se préoccupe des grands projets, des grands groupes, qui dans tel ou tel secteur, que ce soit au Maroc d'ailleurs ou à l'international, sans se préoccuper de faciliter l'éligibilité des petits, des modestes, des jeunes, des femmes au crédit. Il se pose ici une question de principe. Quelle est la marge, quel est le levier pouvant conduire à ce que le système bancaire donne suite à ses orientations royales? Il y a des leviers. Oui, mais il y a des leviers, on ne peut pas décréter. Oui, mais complètement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef de l'État qui interpelle le secteur bancaire, les principaux acteurs, je rappelle, c'est les acteurs du financement de l'économie nationale, en leur demandant expressément de démocratiser l'accès au crédit à toute catégorie de population, jeunes, moins jeunes, TPE, PME, y compris ceux qui sont dans l'informel. C'est-à-dire que la banque citoyenne, aujourd'hui, ça doit être une réalité. Cette banque, vous savez cette fameuse expression, la banque qui prête qu'aux riches. Oui, je n'irai pas jusque-là, jusqu'à des banques citoyennes. En revanche... Qui fassent preuve de citoyenneté en tout cas. Oui, mais banque citoyenne, la banque est là pour gagner de l'argent parce qu'elle a des actionnaires. Vous ne pouvez pas lui demander de faire du caritatif et de l'aide sociale. Du caritatif, en revanche, quels sont les leviers? C'était mon interrogation. Il y a des banques étrangères et des banques marocaines, de capitaux marocains, direction marocaine. Bien, elles sont toutes soumises au droit marocain, il faut le dire. Il y a le wali de Banque El-Maghrib. Oui, qui a été interpellé également dans le discours. Oui. Il y a le président du groupement bancaire, M. Atlan Bouchloul. C'est à ces 3 partenaires que le souverain a demandé de réfléchir. Il ne s'agit pas de décréter, il s'agit de faire en sorte que de ce triptyque qui va se réunir prochainement, sorte quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il faudra que les banques comprennent qu'elles ont intérêt aussi, même avec des taux d'intermédiation plus modestes, à insérer dans le marché bancaire et donc dans la bancarisation un certain nombre de jeunes, d'exclus, de femmes qui sont dans le secteur informel et qui s'en tiennent au cash. J'ajoute, il y a le problème du cash, puisque j'en parle. Il y a un phénomène qui a été relevé par le wali de Banque El-Maghrib lors du dernier conseil de la monnaie il y a 15 jours, c'est que la masse fiduciaire est passée de 16 à 18%, c'est-à-dire le cash. Il y a là un problème de préoccupation, donc il s'agit, pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes d'interrogation quant à la politique fiscale du gouvernement, politique budgétaire. Différentes incertitudes. En conclusion, ce que je veux dire sur ce point-là, c'est que oui, il doit y avoir au-delà des banques, mais évidemment c'est le premier périmètre, de nouveaux produits et nouvelles politiques de facilitation de l'accès des jeunes à des projets. Il y a le groupe, il y a la Caisse centrale garantie, il y a les banques qui ont monté des nouveaux produits. Donc il faut aller plus loin. Je rappelle aussi qu'il y a aussi une histoire, il y a un historique, c'est pas un professeur de droit que je vais le dire, c'est qu'il y a eu aussi, il y a une vingtaine d'années, cette expérience sur les crédits jeunes promoteurs. À l'époque, ça n'avait pas très très bien marché. Ça n'avait pas marché parce que ça n'avait pas marché. Il y a ça a marché dans certains cas, dans d'autres non. Mais globalement, on est loin des objectifs escomptés. Le bilan n'est pas ce que nous souhaitions. Pourquoi? Parce qu'il a manqué des structures d'accompagnement des jeunes promoteurs. On a donné 1 million de dirhams à des jeunes promoteurs de crédit en disant je vais monter, ouvrir un cabinet médical, je vais ouvrir ceci, cela, etc., sans prendre la peine de les accompagner,
de les conseiller et de les amener à réunir les conditions de réalisation de leurs projets. À l'époque, ce n'était pas des projets d'ailleurs, c'était des projets particuliers, de telle opération, etc. Aujourd'hui, il faut changer de registre et de paradigme. On ne va pas donner de l'argent à fond perdu à des auto-entrepreneurs, à des jeunes, etc. On va simplement leur offrir des facilités de crédit dans le cadre de projets validés. Validé, c'est-à-dire qu'à la limite, il faut un business plan. Mais des projets qui soient bankable. Qui soient bankable et donc un business plan. Et pour ça, c'est pas le jeune diplômé chômeur qui a bac plus 4 qui va monter du jour au lendemain d'aussi. Donc il faut pas avoir en amont des structures d'accompagnement, de conseil. Ça peut être le rôle des CRI. Oui. Ça peut être le rôle de structure au niveau du département de la formation, au niveau du tissu associatif, au niveau de la CGEM, etc. Tout ce monde-là doit aider. Il doit y avoir des cellules, vous savez, il doit y avoir des boutiques dans toutes les villes où, sur des bases de gratuité, est assuré un service public, lequel de conseil, d'accompagnement des jeunes diplômés, des auto-entrepreneurs, pour accéder à cette nouvelle politique de crédit. Est-ce que tout ça aussi, qu'en termes de conditions de réussite, il va falloir nécessairement aussi que le mindset de certaines banques, ou en tout cas de certains banquiers, change? Change dans quel sens? Change dans le sens où la notion de risque aussi, il faut se détendre par rapport à la notion de risque, par rapport à certains secteurs d'activité. Je pense qu'on va arriver avec des positions différentes et des sensibilités différentes. Dans le groupe, dans le système bancaire, on va arriver à un consensus. Parce que le Wali Banque du Maghreb va peser dans ce sens. Le président du groupement professionnel des banques aussi va être là. Il y a une orientation royale, donc il faut bien que se dégage par suite de la réunion de tous ces éléments une volonté commune d'aider. Vous savez, les banques ont intérêt à ce que les affaires reprennent, à ce que les jeunes s'insèrent dans le circuit bancaire. Elles ont intérêt avec des possibilités d'investissement. L'encours des crédits, donc la distribution de crédits. C'est un phénomène, on appelle ça, vous savez, c'est un phénomène de ruissellement. Oui, mais plus il faut sortir de l'informel, il vaut mieux sortir de l'informel, rester dans le formel, et ça génère des bénéfices pour tout le monde. Il faut que ça ruisselle, parce que ça ruisselle pas à tous les coups. Je préfère dire que ça va ruisseler. Que ça va ruisseler. Mais ça veut dire quoi aussi? C'est que les banques doivent aussi se protéger. Le chef de l'État l'a dit, notre secteur bancaire est arrimé, obéit à des règles, BAL 1, BAL 2, BAL 3 en termes de réglementation. C'est pas aussi bancaire. Voilà. Non, ça ne marche pas au sifflet. Mais il est bien évident qu'il y a une tonalité générale. Les banques évoluent dans un pays, dans une économie, avec des autorités publiques. C'est tout à fait normal qu'elles tiennent compte des réglementations aussi. De la réglementation, et qu'elles tiennent compte du climat général qu'il y a dans le pays. En l'espèce, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de réserves de la part de banque, mais il faudra évidemment expliquer davantage rallier les rangs. Ça veut dire quoi? Même si vous n'avez pas été économiste, vous êtes un politologue averti, Moustapha Semi, ça veut dire qu'on peut s'attendre aussi dans les prochaines semaines, les prochains mois, à une nouvelle approche aussi en matière de politique monétaire. Oui, avec cette réserve, il ne faut pas que ça traîne. Il ne faut pas que le débat soit enlisé dans des travaux de commission interminables qui vont nous conduire à l'été, en septembre, octobre, etc. C'est des secteurs où des mesures doivent être très rapides, visibles. Il faut que dans les prochains mois, dès le début de la nouvelle loi de finances, le premier trimestre, il y ait des nouvelles politiques qui soient rendues publiques, de nouveaux produits, pour qu'on sache. Une nouvelle dynamique, en fait. Une nouvelle dynamique. Sinon, on va rester dans ce climat d'attentisme en disant il y a un discours officiel, mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'application et d'implémentation de ces orientations. En tout cas, ce qui est clairement affiché, c'est que la relance économique de l'économie nationale se fera via la demande, via la relance du crédit. Avec des taux qui pourraient être révisés, avec une assiette un peu plus élargie. La demande ne se fera pas par l'offre. Ça ne se fera pas la consommation. Eh oui, non. Une consommation ne se fera pas par l'offre, le crédit. Du fait de l'essoufflement de la conjoncture économique internationale. Oui. En Europe, ailleurs, en France c'est 1,2%, en Europe c'est 1,6%, la moyenne pour 2019, les prévisions de 2020 sont du même tonneau, et donc il y a deux facteurs, deux vecteurs de relance, soit l'international et donc des parts de marché
c'est difficile, et d'ailleurs, il ne faut pas trop compter là-dessus, mais il y en aura de moins en moins. Il faut s'organiser. Oui. La relance par la demande. La relance par la demande à condition d'injecter des flux financiers dans la demande. En l'état, il faut se poser des questions. 2019, le taux de croissance estimé est 2,6%. Ouais. Eh oui. Donc, vous savez, 2,6%, c'est zéro. Pourquoi c'est zéro? Parce que ça correspond exactement, pratiquement à la progression, à l'augmentation démographique. Donc, on stationne. Donc, il faut une relance. Il faut une relance comment? C'est politique. La relance économique est d'abord politique. Ça veut dire quoi? Et c'est ce qui s'est passé dans ce discours. Oui, c'est ça le temps fort en fait. Mais oui, la relance économique d'abord politique parce que c'est le facteur. La politique est un facteur de production. Ça veut dire qu'il y avait une situation d'attentisme avec un gouvernement qui était ballotté par les événements, qui n'arrivait pas toujours à faire face, des tensions au sein de la majorité, vous savez, n'arrivait même pas à se réunir ça. Donc maintenant, cette situation est dépassée, un gouvernement remanié, resserré, avec des missions et des lignes de force. 1. 2. Comment relancer la croissance? Il faut se préoccuper du statut de l'entreprise. Je suis toujours frappé par le fait que la majorité des partis politiques, depuis longtemps, n'accordent pratiquement pas de priorité à l'entreprise. C'est quoi la relance économique? La relance économique, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise qui crée de l'emploi. C'est pas l'État. L'État ne crée que 25 000 emplois par an dans leur budget. C'est l'entreprise. Et donc l'entreprise, c'est quoi? C'est le statut de l'investissement. C'est quoi encore? L'environnement d'affaires et d'investissement, la réforme de la fiscalité. On a une loi cadre de la fiscalité. La question des délais de paiement. Non, attends. Également. Non, les délais de paiement, ça c'est possible à faire parce que simplement c'est la possibilité au ministère des Finances de débloquer ou pas de raison générale. La loi cadre sur la réforme de la fiscalité, elle est déposée au Parlement. Elle n'a pas été adoptée encore. Elle est dans les méandres des commissions. J'ajoute la charte, j'ai parlé de la charte d'investissement, il y a également la charte de la déconcentration qui doit se démultiplier pour susciter des élans au niveau des territoires. Donc autant d'éléments qui font qu'il faut des signes forts. La confiance reviendra s'il y a des signes forts en tout cas, le message de visibilité et de confiance. Le message hier est économique, donc on relance et les banques doivent prendre leurs responsabilités parce que je rappelle aussi que le secteur bancaire finance 92% de notre économie. Oui. Voilà, donc tout est interdépendant du secteur bancaire et financier. Je voulais finir avec vous parce que le discours intervient 48 heures après je veux dire qu'on ait eu connaissance du nouveau gouvernement resserré. Juste votre sentiment général là-dessus. Est-ce que c'est un gouvernement qui va pouvoir tenir la route jusqu'en 2021, qui va pouvoir accompagner aussi, alimenter ce climat de confiance qui doit être réétabli et réinstauré? J'ai des sentiments mêlés à ce sujet. D'abord, ça a trop duré. 70 jours, eh oui. On a mis 70 jours pour réaliser cette opération-là, alors que le souverain avait donné cette orientation le 29 juillet. Moustapha Simi nous dit tout ça pour ça? Non, presque. Non. C'est d'abord le facteur temps. Ce qui me gêne toujours beaucoup, c'est la non prise en compte du facteur temps dans la politique, dans le développement, dans la gestion. On ne met pas 70 jours pour faire les modifications qu'il y a eu. 1. 2, c'est un gouvernement recadré. C'est vrai, c'est important. Vous avez une machine à gaz où personne ne coordonnait avec personne. 3, il faut espérer que ce gouvernement arrive, d'ailleurs, le souverain a lancé un appel dans ce sens, à l'union et à la cohérence. Oui. Il n'y a pas d'élection 2020. Non, il n'y a pas d'élection 2020, donc au lieu de vous positionner les uns et les autres en 2021, commencez à resserrer l'an et faire les réformes. 4, il y a des dossiers. Que peut faire ce gouvernement? Il y a des dossiers. 2020, je vais vous poser la question. C'est intéressant ce que vous dites, parce que peut faire ce gouvernement? La politique monétaire, c'est la Banque centrale. La politique budgétaire, c'est le gouvernement. Oui. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un effort consenti aussi pour avoir une politique monétaire qui soit dans la roue de la politique budgétaire, aussi pour le bien de la relance économique? Voilà, parce que il y a une corrélation aussi. Ce sont deux niveaux différents. Oui, vous avez raison, la politique monétaire, elle relève de la Banque centrale. De la Banque centrale. La Banque centrale, avec les nouveaux statuts d'ailleurs qui lui donnent toute compétence en la matière. La difficulté pour le gouvernement, c'est l'exécution de la loi de finances. Qu'est-ce qu'il peut faire pour 2020? Il peut lancer des réformes
continuer les réformes dans le système éducatif, le système d'information professionnelle, etc. Mais nous avons un gouvernement qui est déjà lié maintenant par la loi de finances 2019 et par ce qui a été préparé. La loi de finances 2020, elle est prête. Oui, je puis vous dire qu'elle est prête. Elle va être déposée officiellement vendredi. Vendredi, elle va être présentée par nous. Si bien que les nouveaux ministres, les 6 nouveaux ministres, vont se retrouver avec un budget dans leurs départements respectifs auquel ils n'auront pas été associés. Un budget, je tiens à préciser aussi, quasi identique à celui de 2019. Oui, mais voilà. Oui, donc schéma de continuité. Quelle est la marge de manœuvre des nouveaux ministres et quels sont les changements de politique financière et économique apportés par ce gouvernement romanier? Mohamed Ben Chaboun, qui a été reconduit en tant que ministre de l'économie et des finances avec aussi la réforme de l'État et de l'administration, est-ce qu'il a aussi un rôle important et stratégique dans cette nouvelle configuration? Le souverain qui appelle à une nouvelle dynamique en termes de politique monétaire, bancaire, financière. Est-ce que Mohamed Ben Chaboun aussi, au niveau, en tant que ministre de l'économie, il a aussi ce rôle un petit peu peut-être de laisser filer un peu le déficit budgétaire pour il y a une orthodoxie. Alimenter cette... Il y a une orthodoxie dans la politique monétaire, la politique financière, orthodoxie qui est surveillée par la Banque centrale maintenant et qui est surveillée également par les institutions internationales qui tous les 3 mois envoient une mission pour faire le point, etc. Mohamed Ben Chaboun n'a pas beaucoup de marge de manœuvre parce qu'il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. La situation des finances publiques est telle que la marge de manœuvre est extrêmement réduite. Il n'y a pas beaucoup de progression des flux touristiques. Il y a une stagnation des transferts des MRE, ça n'a augmenté que 1,5%. Il y a déficit de tous les comptes courants, comptes budgétaires, etc. Différents comptes publics. Il y a l'endettement. Mais il peut laisser... vous savez qu'on va sortir, ça fait des mois qu'on en parle, on va sortir sur les marchés internationaux pour emprunter 1 milliard de dollars ou d'euros. Il faut que ça soit des taux avantageux. Or, l'État dans lequel se trouve l'économie nationale ne conduit pas à nous donner des taux extrêmement avantageux. Pourquoi? Parce que les prêteurs disent, écoutez, vous avez un gouvernement qui était en difficulté où personne ne s'entendait avec personne, pour une majorité, vous avez remanié, maintenant c'est bien, maintenant on va voir. Donc l'enjeu, il est là. Il nous demande surtout de lever beaucoup plus d'impôts, d'avoir des recettes fiscales beaucoup plus conséquentes. Ça veut dire qu'il faudrait assurer l'application de la réforme fiscale. Et réforme fiscale, il nous demande aussi de réformer les marchés du travail, de réformer la justice et de continuer en tout cas d'aller sur d'être beaucoup plus ambitieux dans les différentes réformes. La crédibilité tient à la confiance. La confiance, elle est politique d'abord et elle est ensuite économique. La confiance politique, c'est quand on a le sentiment que ce gouvernement va mener les réformes à marche forcée, même avec un coup d'impopularité, et qu'il faut donc l'accompagner. C'est là où les prêteurs interviennent. Sans aucune idéologie, si ce n'est l'efficacité et la performance. C'est lié. Merci en tout cas, Moustapha Semi, professeur de droit et politologue. Et je vous souhaite merci une fois de plus pour le décryptage, et je vous souhaite une belle journée. Merci à vous également.